Eh bien, bonjour à tous. Je vous accueille bien chaleureusement, que vous soyez ici présents ou que vous nous suiviez à distance, notre 13e colloque de la Commission des sanctions. Je suis navrée, bien sûr, des conditions de cet accueil, alors que ce rendez-vous annuel se veut habituellement convivial et nous donne l'occasion de rencontres amicales, ce qui n'est pas possible cette année. Je suis d'autant plus désolée que c'est la dernière fois que vous subissez mon discours, puisque j'aurai atteint 10 années de participation aux travaux de la Commission des sanctions lors du colloque de 2021. C'est pourquoi, avant de me lancer dans l'exposé classique des événements de l'année, je tiens à vous dire quelques mots. Permettez-moi de faire un rapide bilan de ce qui m'a le plus marqué au cours de ces quelques années. Tout d'abord, la procédure de sanction n'a cessé d'évoluer. Après l'exclusion du rapporteur du délibéré, le rôle du représentant du collège en séance, la publicité de la séance est apparue. Point très important, lors de la phase de l'enquête, la lettre circonstanciée. Elle permet aux intéressés de connaître la position des enquêteurs avant le dépôt de leur rapport et de faire des observations en réponse, apportant ainsi une possibilité de discussion de la position des enquêteurs qui est de nature à éclairer le collège lorsqu'il prendra sa décision de notifier ou non des griefs. Un processus similaire de restitution des documents existe en fin de contrôle. C'est, comme on l'a dit, un soupçon de contradictoire dans la procédure préalable à la notification de grief qui ne bénéficie, selon la jurisprudence, des droits de la défense, mais seulement de la garantie de la loyauté des enquêteurs et des contrôleurs. L'AMF a d'ailleurs établi une charte de l'enquête et du contrôle qui garantit cette loyauté. Ensuite, l'autre point très marquant, c'est l'apparition de la composition administrative créée dans un souci d'économie de moyens, de rapidité et d'efficacité, et qui représente aujourd'hui à peu près la moitié de nos décisions. Après avoir été réservée aux manquements professionnels, elle recouvre aussi les abus de marché. L'accord passé entre le secrétaire général et le mis en cause doit être homologué par la commission des sanctions. Si le rôle de la commission est moins visible, il n'en est pas moins important. Et j'ai rappelé à chaque colloque quel était le rôle de la commission lorsqu'elle étudie la possibilité d'homologuer une composition administrative. Cependant, les textes sont très laconiques et ne disent rien du pouvoir de cette commission, ce qui explique la situation exceptionnelle, il est vrai, qui a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État dont le président vous parlera tout à l'heure. Enfin, un travail continu a été entrepris pour que la motivation de nos décisions soit précise et complète tout en restant concise. Nous avons allégé les visas et adopté un plan simple, exposé des faits de la procédure, motivation, décision. L'exposé des moyens de la défense s'est enrichi et permet de vérifier si la décision y répond. Nous écrivons en style direct, en langage plus simple, tout en restant technique, avec des phrases courtes, des titres et des paragraphes bien distincts. Et enfin, nous numérotons les paragraphes. En outre, il a été décidé de publier en même temps que la décision un communiqué de presse en français et en anglais. Nous faisons ainsi un effort constant pour que nos décisions soient bien comprises et pédagogiques. Décision après décision, nous tenons à apporter de la clarté sur la façon dont les règles doivent s'appliquer, aidés en cela par une défense compétente et combative des mises en cause. Mais la réglementation ne cesse d'évoluer, de s'étendre à de nouveaux domaines, de se compliquer tant en droit interne qu'en droit européen, tout en restant très général et parfois lacunaire. C'est ainsi que nous sommes amenés à faire œuvre jurisprudentielle.
par exemple en matière d'imputabilité des manquements ou par l'adoption de grands principes de la procédure pénale. Si nous le faisons, c'est parce que c'est le devoir de la Commission des sanctions de participer à la mission de régularisation financière de l'AMF en toute indépendance et toujours avec l'objectif de protection de l'intégralité du marché, de l'intégrité du marché et de l'intérêt des investisseurs. Nos décisions permettent une clarification de la doctrine, par exemple de l'information financière diffusée par les sociétés cotées. Nous avons été conduits à rendre plusieurs décisions largement commentées. Le grand principe est simple, les sociétés doivent diffuser au marché dès que possible toute information privilégiée. Elles peuvent cependant, sous leur responsabilité et sous certaines conditions, en différer la diffusion. Reste à la Commission à apprécier dans chaque cas ce qu'il en est. De même, nous avons défini la qualification de CIF et les obligations qu'entraîne cette qualification. Encore, nous avons tracé clairement la ligne de partage entre un bien courant, tel un tableau, une bouteille de vin, un panneau solaire, des manuscrits, et ce qui devient un bien divers qui fait l'objet d'opérations qui ne doivent pas échapper au contrôle de l'AMF. Pendant ces dernières années, la Commission a vu des changements textuels nationaux et européens, tels les règlements MAR et EMIR. Elle les a appliqués ou a apporté des précisions sur leur application. Ainsi, régulièrement, la Commission a dû apprécier le caractère plus doux ou plus sévère des dispositions nouvelles pour déterminer si elles sont applicables aux procédures en cours. Je note que la position qui a été prise par la Commission n'a jamais été discutée à ma connaissance. Je constate d'ailleurs que les juridictions de recours nous confortent pour la plupart du temps dans notre analyse. Mais il me semble qu'il y reste un travail important à effectuer. C'est l'étude de la jurisprudence de nos homologues afin de vérifier quelle est leur application ou leur interprétation des textes et la façon dont ils caractérisent les griefs et les sanctionnent. Et ce travail n'est pas facile, car si nous connaissons bien les décisions de la CEDH et de la CJUE, nous avons beaucoup plus de mal pour celles des commissions de sanctions nationales européennes. Ceci dit, revenons-en à l'heure présente, et comme nous faisons face à une crise sanitaire mondiale qui nous frappe, évidemment, cette crise a affecté notre activité tant sur le plan pratique que sur le déroulement de la procédure. C'est ce dont je vais vous parler en premier lieu. En pratique, la crise s'est traduite par le report de plusieurs séances, le rallongement des délais d'instruction, du fait du report de certaines auditions et de la prolongation des délais accordés aux mises en cause pour répondre aux notifications griefs et aux rapports des rapporteurs. Mais nous avons géré cette crise avec un double objectif, assurer un plein respect des droits de la défense, maintenir des délais raisonnables de traitement des dossiers et éviter de prendre du retard pour les prochaines affaires. Il en va de l'intérêt des mises en cause eux-mêmes qui attendent et ont le droit d'être jugés dans des délais raisonnables. Ce double objectif me semble rempli puisque les mises en cause et leurs avocats ont pu bénéficier de délais supplémentaires pour préparer leur défense tout au long de l'instruction du dossier et jusqu'à la séance de la commission. Nous avons pour autant évité un trop grand dérapage des calendriers procéduraux. Au 31 décembre 2020, nous devrions avoir tenu 14 séances sur l'année, ce qui n'est pas très éloigné de l'objectif initial qui était de 17 à 18 séances. Et d'ailleurs, ce léger retard devrait être rattrapé au cours du premier semestre 2021, si en tout cas la situation sanitaire le permet, bien sûr. De plus, nos délais de traitement sont restés très corrects
Ils s'étaient même améliorés au cours du premier semestre. Mais à côté de la maîtrise du temps, la crise sanitaire nous a conduit à accélérer le recours à la dématérialisation des procédures et des échanges qui étaient déjà en cours. Mais nous avons toujours la préoccupation d'assurer un respect optimal des droits de la défense des personnes mises en cause. C'est pourquoi nous avons décidé d'en faire le thème de la première table ronde. Au-delà de la question de la dématérialisation, il s'agira d'aborder les grands enjeux et les questions pratiques soulevées par l'entrée de nouvelles technologies dans les procédures de sanction et, d'une manière plus large, dans les procédures répressives et administratives et leurs conséquences sur les droits de la défense. Cette thématique sera ainsi l'occasion de traiter des questions liées aux données ainsi qu'à la préservation des secrets et de la vie privée. Il s'agira sur ces différents sujets tout à la fois de traiter des questions que les nouvelles technologies posent aujourd'hui et d'adopter une approche plus prospective. Et revenons maintenant à un sujet plus classique et voyons le bilan de l'année écoulée depuis le dernier colloque du 4 octobre 2019. Nos chiffres sont en baisse compte tenu du report de certaines séances, mais il reste bon tout de même, et certaines affaires sortent de l'ordinaire, que ce soit la nouveauté des questions juridiques qu'elles soulèvent, ou les enjeux de place, ou encore les sanctions prononcées. Les chiffres sont les suivants: nombre de décisions 14, nombre de décisions d'homologation 13, plus un rejet. Décision des juridictions de recours de la Cour d'appel de Paris, 6. Du Conseil d'État, 6, dont 3 au fond. Les autres concernant des ordonnances de référé et une décision de recours contre refus d'homologation dont le président vous parlera. J'ai relevé 5 dossiers à fort enjeu que je vais résumer sans entrer dans le détail, car vous pourrez les retrouver en vous reportant à la publication sur le site AMF, ainsi que, si vous le souhaitez, avec un communiqué de presse en français et en anglais, qui est un résumé. Pour la commission des sanctions, il y a d'abord eu une décision du 4 décembre 2019. Une banque d'investissement a été sanctionnée pour manipulation de cours d'obligations souveraines et d'un contrat à terme sur obligations souveraines. La sanction a été de 20 millions d'euros. Sanction plus forte après celle prononcée dans un autre dossier dont on va parler, puisqu'il a fait l'objet d'une décision du Conseil d'État. Le 11 décembre, la Commission a condamné une sanction de 5 millions d'euros une agence de presse pour diffusion de fausses informations contenues dans un faux communiqué de presse. Le 24 janvier, c'est un psy qui a été sanctionné pour violation de ses obligations professionnelles issues du règlement européen EMIR. C'est la première fois que ce règlement est appliqué. La sanction a été de 500 000 euros. Le 17 avril 2020, 2 gestionnaires de fonds d'investissement ont été sanctionnés pour la violation de leurs obligations déclaratives dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée. La sanction a été de 15 millions pour la personne morale et 5 millions pour l'autre gestionnaire. C'est là aussi une des sanctions les plus fortes prononcées. Enfin, le 28 juillet dernier, un groupe spécialisé dans la production d'énergie électrique et son ancien président directeur général ont été sanctionnés pour diffusion d'une fausse information. Sanction de 5 millions d'euros contre la personne morale et de 50 000 euros contre la personne physique. Alors, je précise que la plupart de ces décisions font l'objet d'un recours, comme c'est désormais le cas. Les juridictions de recours de leur côté ne feront pas l'objet d'observations de ma part
dans la mesure où elles seront analysées tout à l'heure par le président Ophel en ce qui concerne une décision de la Cour de cassation, une de la Cour d'appel de Paris et une du Conseil d'État. Je retiendrai simplement que le 6 novembre 2019, le Conseil d'État a réformé le quantum d'une sanction pécuniaire prononcée de 35 millions d'euros qu'il a ramené à 20 millions d'euros. En revanche, il a confirmé la caractérisation de l'ensemble de griefs, pourtant très discutés, et l'avertissement qui a été prononcé à l'encontre de la société. Si l'année a été marquée par des sanctions pécuniaires importantes, la Commission a prononcé aussi plusieurs sanctions professionnelles. Il y a eu toute une période où on n'a pas prononcé de telles sanctions, essentiellement parce qu'elles n'avaient pas été demandées, mais durant notre période d'études, la Commission a prononcé un avertissement, 2 blâmes, 7 interdictions professionnelles d'exercer d'une durée de 5 ans, soit au total 10 sanctions professionnelles. Ces importantes sanctions, tant pécuniaires que professionnelles, prononcées au cours de l'année, nous conduisent tout naturellement à nous interroger sur leur impact. Impact sur les personnes morales et physiques, mais aussi impact sur les autres acteurs, sur les professionnels régulés, sur les émetteurs, les investisseurs et les épargnants. Au-delà, il faut aussi s'interroger sur les conséquences de notre jurisprudence. Et c'est donc le sujet, l'ensemble de ces questions-là est le sujet de notre seconde table ronde. Avant de donner la parole aux intervenants, je tiens à remercier notre keynote speaker, M. Jean-François Bonnert, procureur du parquet national financier, qui, malgré sa charge de travail, a accepté bien volontiers de nous apporter son précieux point de vue. Je remercie aussi chacun de nos intervenants que nous avons cherché dans un panel varié de personnalités compétentes et qui vous seront présentés par notre modérateur. Merci aussi à notre modérateur Maxence Delorme, le directeur de l'instruction et du contentieux, qui nous apporte ici, comme dans l'instruction des dossiers, une aide efficace et dynamique. Merci encore à la direction de la communication, qui a dû et su gérer la préparation de ce colloque dans des circonstances peu favorables. Enfin, la commission des sanctions remercie Monsieur le Président Robert Ophel, qui nous fera l'honneur de clôturer nos travaux par des propos que nous attendons avec un grand intérêt. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monsieur le procureur Bonnert.